Chronique OS cette semaine, on n'en a pas eu depuis un bout. J'ai dit qu'il fallait qu'on s'en reprenne. Donc, j'ai réuni les chroniques des derniers moments concernant les systèmes d'opération. Donc, on va commencer avec Android, Patrice. Des belles nouveautés sur Android. La bêta 16 est rendue disponible pour les détenteurs de Pixel. Je l'ai installé et ça change rien, Patrice. Je pensais que tu allais dire d'autres choses, mais c'est bon. Visuellement, je ne vois pas le switch entre 15 et 16. D'habitude, c'est très, très évident. Ça ne l'est pas. Donc, ça apporte quand même quelques nouveautés. Et les plus grandes nouveautés sont résumées dans l'image que j'ai choisie comme en tête, c'est-à-dire qu'ils ont retravaillé le dimensionnement automatique des fenêtres en fonction des appareils, parce qu'on a de plus en plus de téléphones, de tablettes pliables, ces choses-là. Donc là, ça implique que l'application, elle doit se présenter sous plusieurs formats en fonction de les dépliés, pliés, et ainsi de suite. Donc, Android 16 va nativement prendre ça en charge à la base. Donc, le design des applications comparativement à Android 15 où le développeur devait inclure cette possibilité-là. Là, ça va être à la base, ça va être comme ça dans toutes les applications. Tu vas devoir penser ton application en fonction de ça. Puis, il va y avoir un nouveau codec vidéo qui va prendre en charge OpenGL, tout ça nativement dans l'affaire. Donc, très, très beau. Pour l'instant, très peu de changements. Donc, s'il y en a qui disent ça vaut la peine d'installer, la réponse est non. Ça ne change rien. Faites-le pas. Il va vous tenir au courant des nouveautés. Puis, il n'y en a pas. Au bon moment, oui. Au bon moment. Fait que scrapez pas votre téléphone au cas où que c'est pas utile. Ça, c'est cool, par exemple. Android a changé dans son Play Store. À cette heure, on peut identifier les VPN fiables, Patrice. Ouais. Parce que tu sais qu'il y en a une pléthore de VPN tout croche qui te promettent des affaires, mais que c'est pas le cas. Et donc, Google, via son Play Store, a introduit l'examen indépendant de la sécurité. Donc, a fait passer ni plus ni moins un bench test à ces applications-là qui prétendent être des VPN. Et il va y avoir un petit symbole de bouclier que vous voyez dans mon écran à gauche, là, dans la petite partie grise, un petit bouclier vert. Et quand vous allez rentrer dans l'application, si vous déroulez jusqu'à la section sécurité des données, vous allez voir ou pas ce bouclier-là. Donc, si vous voyez le bouclier, ça va être indiqué examen indépendant de la sécurité. Donc, ça veut dire que le VPN que vous vous apprêtez à installer a passé le test, là. Oui, il obtient les standards de Google concernant la sécurité puis les détails. J'ai pas de détails sur quels sont ces standards-là. Là. Je suis pas allé creuser à ce point-là, mais ils ont une liste de standards là, qu'ils doivent respecter. Puis évidemment, on n'est pas trop surpris. Là, ExpressVPN, NordVPN, BraveVPN, ce sont tous dans la liste parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, sont réputés, sont connus. Il doit y avoir une tonne d'applications de VPN frauduleux avec du beau marketing. Puis là, ben. Ouais. Puis il y a probablement aussi des VPN qui sont très valables, mais que quand tu essaies de t'informer sur comment ça a été développé, tu n'as pas de réponse ou le développeur ne veut pas trop s'expliquer. C'est ça. Fait que c'était ça pour Android de mémoire. Oui, on passe à Linux, Patrice. Cette semaine, on a deux belles nouvelles. Wine. As-tu déjà entendu parler de ça? Ouais, mais c'était plus un logiciel d'émulation, c'est tout ça? Hey! Oui, Patrice, hein? Oui. Écoute. Ça fait longtemps, par exemple, mais c'est un logiciel d'émulation. C'est très vieux parce que Wine, c'était quelque chose qui était installé dans les premiers temps des distributions de Linux, puis qui était bien, bien populaire parce que les gens s'installaient Linux, puis ils voulaient aller faire des affaires Windows. Fait que c'est un émulateur de Windows. Puis il y en avait un aussi sur macOS, là. Un Wine. Oui. Ça n'a pas toujours bien marché. Des fois, c'était pas super efficace. Ça marchait tout croche. Mais ça s'est amélioré beaucoup avec les années. Et à cette heure, c'est excellent. Et Wine vient de publier sa version 10 qui va prendre en charge les processeurs ARM. Oh! Ce qui est wow! Donc là, vous allez pouvoir émuler tout ce qui roule essentiellement sur des processeurs ARM. Donc, toutes les applications natives ARM que tu peux installer sur un Windows
vont pouvoir rouler dans Wine. Là, je dis tous. Il va falloir tester à la pièce là, parce que c'est pas toujours 100% parfait. Mais Wine, c'est énormément amélioré. Alors, rappelez-vous, si vous voulez avoir plus d'infos, vous avez toujours un code QR qui correspond à la nouvelle. Et dans ce cas-ci, ça va vous amener sur la page de Corben qui nous en parle, Corben Info, Faut que je qui te vous parle parle de de, cette nouvelle-là. faut que je te parle de mon histoire wine, là, parce que je ne l'ai jamais compté, celle-là, mais elle est bonne. Pour les geeks, là, vous allez voir où je m'en vais. Euh, j'ai un Mac il y a longtemps et j'essaie de me faire certifier par le ministère du Revenu à Québec pour pouvoir configurer les fameuses boîtes bleues des restaurants, ce qu'on appelle le MEV, le module d'enregistrement des Ouais. ventes. Puis en résumé, cette petite boîte-là, c'est une boîte d'IBM avec un disque dur qui permet d'enregistrer toutes les transactions, les ventes qui sont faites au restaurant, de les répertorier et après ça, de les synchroniser avec les serveurs du ministère du Revenu pour éviter le blanchiment d'argent, pour éviter aussi les fameux zappers là, qui effaçaient des transactions puis qui permettaient de garder l'argent sans payer les taxes. Donc, tout ça pour dire que euh, les besoins, pas les besoins, mais les spécifications du ministère du Revenu, c'était d'utiliser une fameuse application sur Windows pour être capable de les configurer quelques paramètres sur le MEV, sur la boîte bleue. Tu n'étais pas capable de la connecter sur ton Mac parce que tu n'étais qu'un Mac. C'est ça, l'application était strictement sur Windows. Fait que là, j'ai dit, je ne vais pas aller m'acheter un PC juste pour faire cette petite transaction-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Wine sur mon Mac et j'ai téléchargé l'application. Évidemment, ces applications-là, souvent, c'est des vieilles versions de Windows, fait que ça fonctionnait parce que c'était compatible. Sauf que j'avais un enjeu au niveau du pass série. Il fallait utiliser un pass série. Ouais, là, c'est tout ça. compliqué là, d'aller Ouais. définir les barres quand tu commences à jouer avec ça. là. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'avais réussi à configurer ça via le câble Ethernet, si je me souviens bien, ou via un adaptateur, je ne me souviens plus. J'avais demandé au fournisseur du logiciel s'ils pouvaient me confirmer que je pouvais utiliser ça, puis s'ils pouvaient le tester de leur côté pour être sûr que ça marchait. Parce que techniquement, moi, je voyais que l'information se rendait sur le port. Mais tu n'avais pas de confirmation que ça avait été fait non, j'avais whatever, pas de là. boîte, j'avais pas de MEV pour le tester. Donc, tout ça pour dire que je pense que j'avais réussi à le faire, mais j'ai jamais réussi à le tester. Il aurait fallu que je me déplace, puis là, rendu là, je me suis dit, bon, OK, ça va être pour combien d'installations, là? Mais techniquement, je pense que j'avais réussi à le faire marcher avec Wine. Pour ceux qui aiment les machines virtuelles, il y a UTM, on en avait parlé il y a un certain nombre de mois, qui permet à Star d'installer des anciennes versions sur les puces M1, M2, M3, ainsi de suite. Faites attention par contre parce qu'il y a des nouvelles qui m'indiquent que Apple aurait retiré de iPad Hypervisor pour faire chier. Excuse-moi le terme. Fait que là, ça marchait, ça marche plus. Là, je sais pas si la nouvelle version d'UTM, je ne l'ai pas testé depuis 3 semaines, là, mais elle permettait d'installer puis d'émuler en temps réel, là, en just-in-time, directement dans ta tablette Windows 10, 11, Linux, Ubuntu, name it. OK. Et ça fonctionne très, très bien. Bon, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors, première, ça c'est quoi? Oui, ça c'est la deuxième nouvelle Linux. C'est triste. Google abandonne Chromium, Patrice. Ben oui, j'ai vu ça passer. Oui, et ça va être repris par la Linux Foundation qui va reprendre le développement dans la communauté. Et la raison pour laquelle on pense que Google abandonne, c'est qu'on pense que Google veut montrer patte blanche face à l'Union européenne qui se débarrasse de Chrome en disant tu contrôles trop le marché puis tu es trop partout. Et en se débarrassant de la partie Chromium, démontrer que, regarde, on a fait un effort, on s'est débarrassé de tout le projet de développement open source, on leur a donné à la communauté. Fait que là, est-ce que ça va marcher? Mais ça veut dire que Chrome va continuer à utiliser Chromium? Ben, Chrome n'utilise pas Chromium, c'est un fork. Ah, OK, c'est comme Chromium étant un peu comme le moteur de base, là, si tu veux. Parfait, OK. Mais là, ça leur appartient plus, fait que c'est à la communauté à le développer, puis il se dit, ben en faisant ça... Ouais, ils vont encore s'impliquer dans le projet, donc ils vont être dans les guides de développement, ces choses-là, mais ils ne seront plus propriétaires de la fonction Chromium. Ça reste à voir si ça va être quelque chose d'intéressant
sur le long terme? Je pense que oui, parce que la communauté va se... Puis là, ben, ça implique, Patrice, que ben comme Apple puis tout ça vont pouvoir s'approprier des fonctionnalités du navigateur qui n'étaient peut-être pas possibles avant parce qu'ils appartenaient à Google, ça implique un contrat. En étant dans la communauté, là, tu vas peut-être avoir les devs d'Apple qui vont dire bah, regarde, on va aller voir dans le nav, on va voir si on peut contribuer pour toutes sortes de raisons et le développer d'une autre manière. Effectivement. C'est très, très cool. Fait que ça, c'était mes 2 nouvelles à Linux. Du côté de Windows, on a Microsoft Windows 11 qui impose la mise à jour 24H2 à tout le monde, mais ça comprend des mauvaises surprises. Ça, c'est les numériques qui nous apprennent ça cette semaine. Il l'impose parce que ça vient patcher un gros problème. On s'entend? Mm-hmm. Et le problème que ça provoque, c'est que l'installation de la mise à jour, Patrice, ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Ouf. Et là, quand ton Windows il te dit vous avez une mise à jour, voulez-vous l'installer? Puis là, tu dis non. Pas de nouvelles. Il n'attendra pas 3 mois. 1 semaine plus tard, il va le faire. OK, puis sans te le dire. Ben, c'est ça. Fait qu'imagine, tu es en pleine réunion. Là. Ben oui, c'est tu comprends? Ça arrive à tout le monde. Sur Windows, je ne sais pas combien de fois je vois ça. Là. Des gens qui disent là, ils partent le webinar. Puis là, c'est mise à jour. Là, c'est comme... disparaissent. C'est quoi le problème? Ah, la mise à jour est partie, là, je peux rien faire. Ben, le problème, c'est qu'ils ont trop attendu. Puis, comme c'est une mise à jour de sécurité, Windows l'exige et ainsi de suite. Ça, c'est un petit côté poche. Petit truc. Dans les paramètres de mise à jour, vous avez la possibilité de définir les heures de paramètres pour faire les mises à jour. Mais encore faut-il que ton ordinateur soit en mode veille ou soit oui, capable, la plupart des gens font ça. Ou soit capable d'avoir l'espace disque nécessaire pour procéder dépendant des types d'ordinateurs. Mais c'est quand même moins pire de dire fais-les à partir de 11h le soir pendant la nuit ou ces choses-là. Et l'autre conseil que je pourrais vous donner, ben, c'est faites-le quand vous êtes à un moment de votre journée où ça ne vous impactera pas. C'est ça. Faites-le un vendredi soir. Comme ça, vous avez la fin de semaine pour régler le problème s'il y a un problème. Et non pas, on fait ça le dimanche soir puis le lundi matin. C'est ça. Tout à fait. Fait que ça, faites attention, 24H2 imposé. Attendez pas la dernière minute parce que vous avez une game à soir puis qui reboot dans votre face. C'est long, 2 heures. Oui. Puis 2 heures, c'est peut-être dans le meilleur des mondes. Ouais, c'est ça. Parce que ça compte pas le « Oh, puis il a redémarré puis il n'a pas réussi sa shot parce qu'il est arrivé telle affaire. » C'est ça. Autre chose, Windows 11 bloque ces 2 applications et vous force à utiliser Outlook depuis le 31 janvier. 31 décembre, pardonnez-moi. L'application calendrier et l'application courrier de Windows, qui étaient 2 applications complètement séparées de Windows, ont cessé d'exister. Oh! Fini. Et là, Windows a dit, vous allez utiliser dès maintenant Outlook. Une version épurée et gratuite. OK. Mais tu sais ce que ça veut dire, une version épurée et gratuite. Puis tu changes les habitudes des gens là, avec leur logiciel. Là, tu cliques sur ajouter au calendrier, envoyer un avertissement à mes 12 amis pour leur dire qu'il y a une réunion. Puis là, ça dit cette possibilité n'est disponible que dans la version 365 famille. C'est ça. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, encore là, petit conseil, si ça vous fait suer, il existe de merveilleuses applications de courrier intégrées. Exemple, Thunderbird de la Fondation Mozilla. Oui. Fait excessivement bien le travail. Et Sunbird, qui est la version calendrier de Thunderbird, qui fait excessivement bien le travail. OK, c'est de la configuration à faire, mais ça se présente très bien comme application, très intuitif, comprend à peu près la plupart des fonctionnalités d'Outlook. Fait que attendez pas d'être pris et être obligé. Oui. Les gens, il faut tout leur dire. Apple, du côté d'Apple, qu'avons-nous? On a un classement Clubic qui nous apprend le classement des meilleurs antivirus en 2025. Patrice, pourquoi on met un antivirus sur un Mac? T'as-tu un antivirus, toi? Moi, j'en ai pas. Je dirais Patricia, t'as-tu un antivirus?
Non. Moi, je vois pas la nécessité. Il y a déjà un logiciel interne qui scanne puis qui s'assure des failles de ce côté-là. La seule raison qu'on a un antivirus sur un Mac, c'est parce qu'on est dans un écosystème Windows, puis on va être gentil avec les gens de Windows pour pas leur Ah, envoyer des c'est choses. tout à fait vrai, Ben, c'est Patrice. en partie vrai, peut-être, Oui, non? Ouais. oui, mais ça ne l'est plus parce que, comment je peux t'expliquer ça? Il y a de plus en plus de malware qui agissent à partir de ton navigateur, qui n'ont pas besoin d'avoir un accès root pour interagir. Effectivement. Et tu peux avoir des pièces jointes dans ton ordi qui sont contaminées, qui utilisent ton courrier pour envoyer des courriels ou ces choses-là. Donc, ils ont remarqué cette année, en 2024, juste un peu avant 2025, qu'il y avait une augmentation de 3000% des malwares sous Mac. Donc, ça Ça, commence à être utile. ouais. Sauf que la réalité, c'est que souvent, c'est des malwares qui sont initiés par une action de la personne. Donc, j'ai Oui, souvent. installé quelque chose, j'ai ouvert quelque chose, ou tu sais, Mhm. j'ai fait une action, c'est arrivé, puis ça a déjà pris le contrôle de mes choses, là. Il y a quelque chose qui s'est passé, là. Effectivement. Mais on a classé les meilleurs antivirus si jamais vous en avez besoin. Et en première place, pas de surprise, Bitdefender, qui est excellent en passant comme antivirus. Bitdefender Total Sécurité, évidemment, il y a un coût à ça, c'est pas gratuit. Non, non. Contrairement à Microsoft, dans lequel tu peux avoir une version gratuite de Windows Defender qui est déjà installée, tu n'as pas cette logique-là sous Mac. Fait que là, tu en as d'autres. Tu as Intego Mac, Internet Ouais. Sécurité, Norton 360, Avast, i7. Les mêmes grands noms qu'on retrouve sous PC Ouais. ont développé une version. Puis moi, je vous dirais, tant qu'à vous acheter un antivirus, si jamais vous voulez vous en acheter une, essayez d'opter pour un antivirus qui est disponible sous plusieurs formats. Donc, si vous avez une famille, que vous avez, je sais pas, le plus jeune a un téléphone Android, la plus vieille a un iPhone, votre femme a un PC, vous avez un Mac, ben, essayez de trouver une solution qui comprend dans sa solution familiale les versions pour Android, pour Apple, pour ainsi de suite. Comme ça, vous allez avoir la même interface ou à peu près dans chacun de vos appareils. Vous n'allez pas vous Ouais. perdre. Ouais. Ça, c'est winner. Patrice aime ça. Oui, on économise. Ben toi, c'était ton genre là, de quand tu installais des applications pour ta famille. Là, tu m'expliquais que tu Oui, partageais. oui, Hein? on partage, je partageais mon compte. De toute façon, Apple le permettait, là, il permettait d'avoir des familles jusqu'à, je pense, c'est 5 ou 6 personnes. Et même tant qu'elles sont ou qu'ils sont étudiants, c'est considéré dans la famille, même si physiquement, ils ne sont pas là. Donc, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là au niveau des comptes familiaux, là. Très cool. Prochaine nouvelle, la nouvelle interface d'Apple Mail est attendue et va arriver dans la version 15.4. Ça, j'ai hâte, ça. Moi, je l'ai depuis quelques mois sur mon iPhone. Et c'est très cool, honnêtement, parce que ça classe tes courriels avec l'intelligence artificielle en fonction de est-ce que ce sont des courriels dits personnels, des courriels dits achats. La petite bulle, c'est une information de suivi. Donc, il s'est passé quelque chose. Tu as déjà échangé avec la personne ou ces choses-là. Puis, promotion, c'est dans la catégorie pas spam, mais presque. Là. C'est du stock que tu pourrais te Ouais. passer. C'est de la publicité, des affaires promotionnelles, ces choses-là. Et ça te classe assez bien. Parce que présentement, Mais le un problème. des problèmes, c'est le spam, là. Moi, j'ai des affaires dans mon spam qui ne devraient pas être là. Puis des fois sont là, des fois sont pas là. Puis c'est tout le temps la même adresse courriel, là. On dirait que des fois, ils jugent, ah, là, je vais te le mettre en spam. Des fois, je ne te le mettrai pas en spam. Regarde, là, une fois que je te dis que c'est pas du spam, c'est fini, Décide. là, c'est ça, là. Ouais, mais ça s'en vient sur Mac. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va s'afficher parce que, tu sais, sur une application téléphonique que tu es en version debout, ben, c'est facile d'avoir des entêtes dans lesquelles tu navigues, mais là, ils vont devoir les positionner peut-être sur le côté. Je ne sais pas comment ça va prendre forme, Ouais. mais ça implique un redesign de l'application Mail. Puis on se le cachera pas, Patrice, là, Mail est comme plus que dû. Oui, il est dû d'avoir un bon. Malgré qu'il y a quelques années, ils avaient ajusté toute la performance. Donc, on n'avait plus d'enjeu avec le nombre de courriels là, que l'on avait dans nos boîtes, là. Donc, ça, ils avaient réglé tout l'aspect performance.
Mais là, on est dû pour que ce soit encore plus utile en termes de fonctionnalité, là. Fait que c'est ça, Patrice, c'est le tour de la semaine que j'avais à faire comprenant les OS, donc Chronique OS.